'cause we're just human, amusing and confusing. We're helping, we're building and we're growing. Never know, you can never know. Bienvenue à tous, donc effectivement je suis Valérie Marc, je fais de la formation et du conseil en médias sociaux et j'ai écrit pour Duno en 2011 un ouvrage qui s'intitule « Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux » et dont la deuxième édition vient de sortir cette année en fait. Pour les colibris qui veulent tweeter dans la salle, vous pouvez le faire en utilisant bien évidemment le hashtag salon SME, tout attaché. Et si vous rajoutez @valmarc, VALMARCH dans votre tweet, je saurai que vous avez tweeté pendant la conférence. Donc ça me permettra de retweeter, de répondre, etc., etc. Alors, un sondage express, qui parmi vous s'est rendu sur Viadeo ou sur LinkedIn pendant les 7 derniers jours? Bravo. Donc une vaste majorité d'entre vous. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment on peut aller encore plus loin en fait, dans l'usage de ces outils et pas que. En fait. On va parler le même langage déjà. Quand vous tapez panorama des médias sociaux sur Google, vous avez un ensemble d'images qui apparaissent, parfois compliquées, parfois très intellectuelles et parfois très imagées avec beaucoup de logos. Donc nous, on va un peu simplifier le discours parce que votre temps est compté et qu'il ne s'agit pas pendant cette conférence de vous dire que vous devez aller dans tous les sens en fait. On va vraiment se concentrer dans notre action. Et en fait, ce qu'on va regarder, donc le slide à l'écran en fait, ce que l'on va regarder, ce sont les principaux médias sociaux qui vont vous aider à développer, qui peuvent vous aider à développer votre business, à trouver des missions. Et l'angle que l'on va prendre, c'est vraiment l'angle « je suis consultant, je suis formateur ou je suis coach ». En d'autres termes, je vends ou à des professionnels mes services, ou bien à des professionnels ou bien à des entreprises. Et en fait, quand on est dans cette posture-là, en fait, quand c'est notre métier, on va avoir plusieurs usages des médias sociaux. On va utiliser certains médias sociaux pour projeter notre expertise, pour rappeler notamment à notre réseau quel est notre métier, pour bien présenter notre offre. On va avoir un autre objectif qui est celui d'entretenir notre réseau. Donc deuxième objectif, on va les utiliser pour entretenir notre réseau. On va les utiliser pour prospecter et dans certains cas, on va les utiliser pour s'informer, en fait, pour rester en veille. Et cette matrice-là, en fait, on va la croiser, que vous allez voir réapparaître à l'écran incessamment sous peu. Donc cette matrice-là, on va la croiser avec les principaux médias sociaux sur lesquels on va se concentrer ce matin, qui sont Viadeo et LinkedIn d'une part, Twitter, et on parlera même SlideShare, en fait. Donc on verra. Et on va passer beaucoup de temps sur Viadeo et LinkedIn, tout simplement parce que ça va être votre premier terrain de jeu. Vous avez pris de l'avance puisque vous êtes déjà actif dessus, en fait. On verra l'intérêt d'utiliser Twitter pour faire sa veille secteur, sa veille expertise, et ce qu'on peut faire sur SlideShare pour présenter son offre et projeter son expertise. En général, vous posez la question, oui, mais ok, mais tout le monde me parle de Facebook, donc est-ce que Facebook est utile pour moi? Alors Facebook, c'est clairement devenu un carrefour d'audience en France. Depuis cet été, vous avez 30 millions de Français qui sont membres actifs de Facebook. C'est-à-dire qu'ils y sont allés, ils s'y sont rendus au moins une fois dans le mois, en fait. Donc c'est énorme. C'est le premier réseau social en France. Le seul problème, c'est que sur Facebook, j'y mets plutôt mes photos de vacances. Donc ça ne va pas être un bon endroit pour échanger, pour me rapprocher en fait de mes clients qui sont des entreprises. En d'autres termes, le directeur marketing ou le DSI de mon entreprise cible, ok, il est présent sur Facebook, il n'a juste pas envie de parler boulot quand il est sur Facebook. Donc oui, Facebook existe, mais on va le laisser dans la vie personnelle. Tout ce qu'on se dit là, évidemment, vous pouvez me trouver des exceptions. Donc marginalement, certains d'entre vous peuvent arriver sur certaines populations à faire du business sur Facebook, c'est juste pas la majorité en fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'on va se concentrer sur les réseaux sociaux dits professionnels que sont Viadeo et LinkedIn. Et on va rentrer dans une démarche. Donc on va voir comment on développe son activité avec Viadeo et LinkedIn. On va voir 5 idées clés dans un premier temps. La première idée clé, c'est que ce sont quand même des outils idéaux pour projeter votre image professionnelle et la projeter de manière choisie. Qui parmi vous s'est déjà recherché sur Google? Oui, je pense que... Et ceux qui ne lèvent pas la main, c'est un peu de
de coquetterie peut-être. On s'est tous un peu regardés à un moment. Et de plus en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les autres. Donc avant un rendez-vous, on va regarder ce qu'on peut recueillir comme information en fait, sur l'autre. Et bien évidemment, l'autre en question, il fait la même chose pour nous. Quand vous faites cet exercice-là, en règle générale, dans les 3 à 5 premiers résultats, quand vous êtes présent sur Viadeo ou sur LinkedIn ou sur les deux, votre profil apparaît dans les 3 ou 5 premiers résultats. Et c'est la première marque professionnelle en fait, de votre présence. Alors si vous avez un site internet, il va apparaître également, mais vous allez avoir une deuxième occurrence qui est à travers ce profil sur Viadeo ou sur LinkedIn. Ça permet aussi à nos contacts professionnels d'aller directement là où se trouve la bonne information. Si on n'y est pas, dans les 5 premiers résultats, on va avoir, pour les gens qui font de la course à pied, on va avoir vos scores de course à pied. Ceux qui font de la natation, les scores de course à pied. Aucune de ces choses ne m'est jamais arrivé. Mais à certains d'entre vous, ça peut effectivement arriver, en fait. Donc, on va vraiment travailler ce premier résultat qui apparaît dans l'index de Google. Deuxième idée clé, ce sont vraiment des réseaux au service de votre démarche réseau. On verra que ce ne sont pas deux choses isolées, en fait. Et on va faire des ponts en permanence entre notre démarche réseau, ce que l'on fait pour entretenir notre réseau professionnel dans la vraie vie, et ce que l'on fait sur les réseaux sociaux virtuels. En d'autres termes, ce n'est pas deux univers qui sont séparés. Vous verrez qu'il y a certaines choses que ces réseaux font mieux que la vraie vie, et dans la vraie vie, il y a des choses qui sont plus faciles à faire que sur les réseaux sociaux virtuels. Donc on va bien étudier les connexions en fait, entre ces deux univers. Troisième point, ne serait-ce que pour ça, il est intéressant de se connecter notamment avec les gens qu'on connaît dans la vraie vie. Et on va pouvoir faire des choses qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on n'arrive pas à faire facilement en fait, sans ces outils-là. Ça peut paraître prosaïque, mais globalement, quand votre carnet d'adresses, quand vous êtes connecté avec les gens que vous connaissez sur Viadeo et LinkedIn, c'est eux qui mettent à jour leurs fiches. Donc vous aurez toujours un carnet d'adresses à jour, vous aurez toujours un moyen en fait, de vous connecter avec les gens que vous avez rencontrés dans votre vie professionnelle. Deuxième point, et là c'est vraiment puissant, et en plus on se fait plaisir quand on fait ça, ça va nous permettre de nous reconnecter avec des perdus de vue. Tout ça, on le fait mieux sur Viadeo et LinkedIn que dans la vraie vie. Parce qu'un perdu de vue dans la vraie vie, une fois qu'il a changé d'adresse email et s'il n'a pas gardé son numéro de portable, en fait, vous n'arrivez pas à le recontacter. Quatrième point clé, on va pouvoir préparer nos rendez-vous de prospection. Donc on va pouvoir avoir des informations en fait, sur un prospect. Là, pareil, on a plus d'informations que ce que l'on a si on se replace 10-15 ans en arrière. On peut savoir qui le connaît, qui parmi mes contacts connaît cette personne, et potentiellement obtenir ou des informations ou une mise en relation. C'est le premier point. On va avoir des indications, quand on regarde son profil, on va avoir des indications. Des points de friction positifs. On est passé par la même entreprise, ou je connais quelqu'un qui passait par la même entreprise que lui, ou on a fait la même école à des années de différence. On va avoir des indications sur ce qu'il préfère aussi, sur les points d'intérêt professionnels. Quelqu'un qui est inscrit au groupe Viadeo LinkedIn CRM Mon Ami, il y a des chances pour que le CRM l'intéresse, par exemple. Cinquième idée clé, parce que vous posez souvent la question, que choisir entre Viadeo ou LinkedIn? Dans certains cas, vous direz, je ne vais pas choisir, vous allez être actif sur les deux. Et la règle clé, en fait, quand on regarde les médias sociaux, c'est que je vais là où est mon audience. En l'occurrence, je vais là où est mon réseau. Donc, si votre réseau est majoritairement présent et actif sur Viadeo, vous allez sur Viadeo. S'il est majoritairement présent et actif sur LinkedIn, vous irez sur LinkedIn. C'est aussi un arbitrage que vous pouvez faire. Et on va regarder le réseau dans sa globalité. Donc le réseau passé, présent et futur, en fait. Donc voir aussi où sont mes contacts potentiels. Pour bien exploiter ces réseaux, en fait, on a une approche, j'appelle ça la fusée à 4 étages. Donc sans surprise, il va y avoir 4 étages. Le premier étage étant la création d'un profil attractif, ça va être votre socle. Je sais bien qu'on a tous envie d'avoir des missions additionnelles. Donc on est dans une optique de conquête de clients. Mais en fait, on va pouvoir conquérir si on passe par chacune de ces étapes. Première étape, j'ai un profil attractif, parce qu'on a vu l'impact en fait, du profil sur ce qui se passe sur l'index de Google. Deuxième point, je suis connecté avec mon réseau, et je suis plutôt connecté avec mon réseau de la vraie vie. Ça, c'est le deuxième point.
Troisième point, j'utilise ces réseaux pour entretenir mon réseau et projeter mon expertise. Donc on verra un certain nombre d'actions que vous pouvez mettre en place en fait pour entretenir votre réseau à raison de 5 minutes par jour. Donc, je ne vous dis pas de passer votre vie sur Viadeo LinkedIn. En fait, on verra des tactiques assez simples en fait, à mettre en place. Ça tient du réflexe au bout d'un moment. Et également ce que vous pouvez présenter, partager en fait, pour projeter votre expertise. Une fois que vous avez passé ces 3 étapes, là, et que vous les avez exploitées. C'est-à-dire que déjà, en faisant ça correctement, vous allez commencer à avoir de l'intérêt de votre réseau. Vous allez être contacté pour des choses. Une fois que vous avez passé ces 3 étapes, vous vous dire, OK, je vais un cran plus loin et je vais passer en conquête. Et c'est pour ça qu'on passe, c'est le 4e étage de la fusée, parce que les fruits les plus mûrs, vous les aurez eus avant, en fait. Et la conquête, on le sait tous, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est plus facile à faire que dans la vraie vie. Passer en conquête, la conquête est toujours plus difficile que la fidélisation en fait. Donc travaillons la fidélisation d'abord, donc en travaillant bien en fait notre réseau professionnel, et après on passera en conquête de nouveaux contacts. Donc ce que je vous propose sans surprise, c'est qu'on on le voit par étapes en fait. Quels sont les facteurs clés de succès, comment vous pouvez approcher en fait la création de votre profil, qui il faut demander en contact, etc., etc. Donc on va suivre cette logique-là pendant la conférence. Créer un profil efficace. La règle d'or, c'est votre profil n'est pas un CV. C'est une règle absolue en fait. Votre profil, il va se rapprocher d'un mini-site de présentation de votre offre. C'est vraiment ce que vous allez essayer de faire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mentir. Je suis en train de vous dire que vous allez choisir en fait les informations que vous allez décider de mettre en fait sur votre profil. À certains moments, vous allez mettre plus le focus sur certaines expériences, vous allez davantage les développer, et à d'autres, vous allez les mettre en sourdine. Dans certains cas, il y a des expériences que vous ne mentionnerez même pas, dans certains cas. Et on va voir cette logique. Quand on travaille le profil, on a 2 objectifs. Notre premier objectif, c'est, en fait, globalement, on a deux objectifs, 2 audiences. La première audience, c'est le moteur de recherche de Viadeo et de LinkedIn. Donc, on parle à un robot dans ces cas-là. On parle au robot qui indexe les profils dans Viadeo et LinkedIn. Et on va voir qu'on va mettre en route un certain nombre d'actions pour lui parler au robot, pour qu'il identifie bien les bonnes expertises. Donc, être trouvé. Ça, c'est un premier objectif par rapport à notre robot. L'autre objectif que l'on va avoir, c'est être attractif. Donc, et là, on parle à l'humain. Donc, notre objectif, ça va être de présenter notre offre de service de manière claire. Il est important que quand les internautes regardent notre profil, ils comprennent clairement quelle est notre offre de service, pourquoi ils doivent nous faire confiance, et puis de manière appétissante également. Donc on va avoir ces 2 challenges, parce qu'on parle à 2 audiences différentes. La démarche initiale pour préparer cet exercice-là, c'est en fait, et c'est la même démarche que quand on doit créer son site internet, que quand on doit créer sa brochure. En fait, vous allez réfléchir à votre offre. La première étape de la démarche, ça va être de définir votre expertise. Je suis expert en quoi ? De la traduire avec les mots-clés, et les mots-clés peuvent évoluer dans le temps. Donc l'exercice que vous faites là, peut-être que dans 6 mois, vous le refaites parce que votre marché a évolué. Bon, vous avez appris des choses également sur votre cible. Et le 3e point, la 3e étape, en fait, ça va être d'émailler votre profil de tous les mots-clés que vous voulez mettre en œuvre. Et comme toute démarche de mots-clés, vous allez avoir des mots-clés prioritaires et des mots-clés secondaires. Étape numéro 1, je définis mon expertise. Clairement, je suis expert en marketing, ce n'est pas une bonne expertise. Okay. Donc, quand on va faire cet exercice-là, ce qui va être essentiel, ça va être de se concentrer en fait sur une expertise la plus précise possible. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire, parce que quand vous choisissez, vous allez devoir renoncer. Et immanquablement, quand on fait cet exercice-là, on se dit, bon, je vais dire que je fais du marketing dans les transports en région Pays de Loire. Oui, mais en fait, si quelqu'un qui est basé à Lille me contacte pour me demander une mission, je vais accepter. Oui ou non? Voilà. Donc, on a l'impression de se priver de ça. La réalité, c'est le contact de Lille, il va venir vous contacter parce qu'il connaît quelqu'un qu'eux. Donc, très souvent, ça vient par notre réseau. Et de toute façon,
ils vous contacteraient quelle que soit la phrase que vous mettez sur votre profil en fait. Donc vous avez plutôt intérêt à vous concentrer, parce que de toute façon les missions autres vont arriver par d'autres biais, vous concentrer sur une expertise la plus précise possible, parce que très concrètement, les gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui ne sont pas recommandés par votre réseau, vont plus vous trouver si vous êtes précis que si vous êtes généraliste. Si vous êtes généraliste, quand vous pensez, vous vous mettez à la place de votre prospect qui fait une recherche dans Viadeo ou LinkedIn, il ne va jamais taper consultant en marketing, parce que consultant en marketing va se retrouver avec 10 000 profils. Personne n'a le temps de trier 10 000 profils. En revanche, il peut demander consultant en marketing expérientiel dans le domaine des magasins connectés. J'invente. On est très précis, mais globalement, on a plus de chances on a moins de concurrence en fait. Donc c'est exactement la même logique que quand, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait du référencement, travailler sur le référencement naturel d'un site internet, on va essayer d'être un peu précis dans nos mots, parce que les mots qui sont peu précis, il y a trop de concurrence et vous n'allez jamais émerger. Donc là, c'est vraiment quand on parle en fait aux robots de LinkedIn ou de Viadeo, il faut être le plus précis possible. Donc là, vous avez quelques exemples. Si on peut juste remettre le slide en fait de la définition d'expertise. Donc définir son expertise, ça peut être croiser une expertise, le marketing, avec un secteur d'activité par exemple. Ça peut être une expertise avec une cible précise, un type d'entreprise qui peut être intéressé. Ça peut être un domaine très précis. Alors l'exemple que vous avez, c'est le marketing expérientiel. C'est extrêmement précis en fait dans le domaine du marketing, mais une fois qu'on a dit ça, on est vraiment sur un cœur de cible. Une technique particulière, parce que régulièrement dans nos secteurs, il y a un peu les marottes du moment où en fait on a des secteurs sur lesquels tout le monde cherche à mieux savoir. Le social selling en ce moment, pour les médias sociaux B2B, c'est le sujet à la mode. Moi, j'ai intérêt à le mettre en fait dans mon profil par exemple. Donc vraiment trouver les mots-clés du moment. Et puis dans certains cas, si vous avez un secteur géographique délimité et pas évident, bah, autant le dire en fait. Si vous faites du développement commercial sur l'Europe et l'Afrique, eh bien, autant dire IMIA, c'est compris par tout le monde dans ce secteur-là. Et on va pouvoir vous trouver plus facilement. Bien évidemment, quand vous faites cet exercice-là, parfois vous allez croiser. Donc vous allez dire, je vais faire domaine plus secteur d'activité dans une géographie particulière et sur une cible d'entreprise particulière également. Donc là, on a défini notre expertise. Ensuite, on va se faire une liste de mots-clés qui sont associés à cette expertise. Donc là, vous avez un exemple. Une fois que vous avez votre série de mots-clés, en règle générale, on a les mots-clés prioritaires et les mots-clés secondaires. Et on va les organiser. Donc les mots-clés prioritaires, c'est ceux qui racontent vraiment ce que vous faites. Les mots-clés secondaires, c'est ceux qui sont un petit peu... c'est des hameçons qu'on laisse, en fait, qu'on va utiliser. Donc typiquement, expérientiel peut, dans certains cas, être un mot-clé secondaire. Point de vente connecté peut être du mot-clé secondaire, par exemple, selon notre business. Et troisième étape, donc là, on va commencer à travailler notre profil. Et quand on travaille notre profil, on va l'émailler, en fait, de ces mots-clés. Et on ne va pas hésiter à se répéter. Ça, c'est l'autre point. Donc, on a différentes zones dans un profil. On a une zone de titre, on va rentrer dans les détails. Une zone de titre, une partie résumée, ma présentation, une zone expérience et une zone expertise. Et on va répéter à l'envi. En fait, on va réutiliser ces mots-clés. Et c'est là où on ne va vraiment pas être dans une logique CV, mais bien dans une logique mini-site de présentation de mon offre avant tout. On va les passer en revue. Donc, quand on travaille sur notre titre, alors sur Viadeo, on a 80 caractères pour s'exprimer. Sur LinkedIn, on a 120 caractères pour s'exprimer. La bonne pratique, ce qui peut vous aider quand vous rédigez votre titre, c'est de penser, je dois présenter... Donc, c'est un peu le pitch étendu, en fait. Vous présentez votre métier, votre activité. Là, vous mettez les mots-clés qui vont bien, vos mots-clés prioritaires. Le type de client auquel vous vous adressez peut être utile. Dans certains également, la zone géographique. Donc là, vous avez votre cœur de titre. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois dire que je suis fondateur de, ou owner of, ou CEO de, parce que globalement, ça fait plus. Et en général, le nom qui suit, on n'est pas IBM, donc le nom qui suit n'est pas forcément connu par ailleurs. Donc ça, vous allez le faire si vous n'avez pas besoin de ces caractères-là.
Donc d'une certaine manière, ça va devenir une information secondaire. Donc il y a un arbitrage à faire en fait entre les caractères, ces caractères espace compris. Donc vous verrez que ça va vite en fait. Caractères espace compris que vous allez utiliser pour faire le début. Hein, je suis dans quel secteur d'activité, je sers quel type de client, quelles sont mes expertises. Et puis le fait que je sois fondateur de Poacea. Qui connaît Poacea dans la salle? Personne, c'est normal. D'accord? Donc c'est pas une marque connue en fait. Okay. Donc le titre, on va vraiment être sur ces points clés. Un truc pratique qui est plus un truc de lisibilité de votre titre. Donc quand vous avez des titres longs, parce que 80-120 caractères, ça commence à faire... C'est peu et beaucoup à la fois en fait. Donc pour ne pas lasser, pour accrocher l'œil de votre lecteur, ce que vous pouvez faire, et ça ce sont juste des trucs, vous passez en majuscule, donc vous faites la convention américaine, vous passez en majuscule le premier mot, la première lettre de chaque mot. Et vous pouvez vous aider de barres également. Vous avez vu ce que j'ai fait entre social selling et brand content. J'ai mis une barre. Donc ça permet de dire, globalement, ça dit à mon lecteur, il y a des mots-clés derrière qui sont pertinents pour mon activité. En fait. C'est juste un petit truc visuel, puisque vous ne pouvez pas passer des choses en gras. Vous ne pouvez rien faire en fait, dans cette barre de titre. Ensuite, on passe à la partie en résumé. Donc la partie en résumé ou ma présentation. Donc en résumé, c'est sur LinkedIn, ma présentation, c'est sur Viadeo. C'est la partie que vous allez mettre. Donc vous le voyez là sur le profil Viadeo en haut à droite. Vous avez la partie, ce que j'appelle la carte de visite, avec votre photo, votre nom, votre titre. Vous avez la partie expérience et entre deux, vous pouvez mettre une zone. Et c'est de cette zone qu'on va parler. On a dit tout à l'heure que votre profil, c'est comme un mini-site. Dans cette zone-là, vous allez vraiment exprimer votre offre. C'est là que vous allez dire ce que vous faites de manière... Donc, toutes les frustrations que vous avez eues en écrivant votre titre, vous allez vous rattraper, en fait, d'une certaine manière, dans la partie ma présentation ou en résumé. Les éléments clés de ça, c'est comme ce que vous allez mettre sur la page d'accueil de votre site Internet, c'est la même chose. Ça va être, j'apporte quel service, à qui, quel est le bénéfice pour mes clients, d'accord, troisième point clé, et après des éléments de réassurance. Si j'ai déjà mené mon activité depuis quelques temps, je vais mettre quelques références clients. En plus, ça donne des idées. Je me reconnais dans les clients en fait, pour des prospects ou des gens qui peuvent vous recommander. Donc des références clients. Si vous démarrez, vous n'avez pas de référence client, typiquement en général, vous vous appuyez sur une expérience antérieure que vous allez mettre en œuvre, vous allez mettre en musique. Depuis 15 ans, dans le secteur des transports. Et en fait, ça va être l'élément de validation. En fait. Vous avez l'expérience. Vous allez vous appuyer là-dessus. Ce que vous pouvez rajouter également, c'est là qu'on peut également mettre nos mots-clés secondaires. Quand on a mis expertise développée sur les points suivants, et puis on liste en fait, des mots-clés, on peut les mettre dans cette partie en résumé ou ma présentation. Et des informations contact. Vous ne vous privez pas de ça. Si vous voulez rajouter, n'hésitez pas à me contacter. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et là, vous mettez ce que vous voulez. L'adresse de votre site, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, c'est vous qui choisissez en fait. On est vraiment comme sur un site internet. Donc vous dites les informations que je mettrai par ailleurs sur un site internet. On passe maintenant au champ expérience. Donc on a vu le titre, ma présentation en résumé, la partie expérience. Et la partie expérience, donc il y a deux choses qui sont importantes dans la partie expérience. Quand vous travaillez votre expérience, l'expérience en cours, elle est déjà bien développée dans la partie ma présentation ou en résumé. Donc vous n'allez pas vous répéter complètement, vous n'allez pas redire la même chose, autrement vous allez lasser votre lecteur. En revanche, donc vous pouvez être très, très court là-dessus, puisque vous l'avez fait au-dessus. En revanche, ce que vous avez intérêt à faire, c'est vraiment vous assurer que vous avez votre parcours antérieur. Et dans le parcours antérieur, ce qui est important, c'est que vous associez toutes vos expériences avec les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé. Parce que sur cette base-là, Viadeo LinkedIn va matcher en fait d'autres utilisateurs de Viadeo LinkedIn qui sont passés par les mêmes entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans le moteur de recherche, quand quelqu'un va faire une recherche et qu'il fait une recherche sur l'entreprise, il peut très bien tomber sur votre profil également. Donc vous augmentez les chances d'être vu, en fait, pour que votre profil soit vu.
Donc vraiment, cette partie expérience, c'est la seule partie qui peut potentiellement ressembler au CV, puisqu'on va être en antéchronologique, hein, on va lister de la plus récente à la plus ancienne. Mais dans tous les cas, votre objectif pour cette partie-là, vous pouvez ne pas vous étendre, mais simplement bien connecter en fait toutes vos expériences avec les entreprises dans lesquelles vous étiez. Ça, c'est le point important. Deuxième point dans les expériences, profitez-en pour ajouter des mots-clés, notamment dans les titres de chacune d'expérience. Comme on parle à des robots pour le référencement de votre profil, en fait, le robot, il dit un mot-clé qui est dans le titre d'une expérience est plus important que s'il est dans la description de l'expérience. Donc, si on regarde la logique de lecture du robot, déjà dans le titre, c'est vos Champs-Élysées, en fait. Les mots-clés qui sont dans le titre, c'est là où ils vont avoir le plus d'importance. Ensuite, il regarde la zone suivante, la partie de ma présentation, et ensuite, il va regarder toutes les expériences. L'expérience en cours, c'est la plus importante, elle est mieux notée, en fait, que les expériences antérieures. Donc, profitez, en fait, de tous ces titres pour y rajouter tous les mots-clés qui sont importants pour vous ou vos mots-clés prioritaires. Donc, par exemple, moi, sur mon profil, le B2B est important pour moi, le business to business, et donc, du coup, je l'ai répété dans certaines de mes expériences. Ce n'était pas ce que j'avais sur ma carte de visite, mais de facto, c'était la cible de communication que j'avais. Donc, je l'ai répété, en fait, dans mes expériences. Et enfin, vous avez une partie qui est une partie expertise. Donc, la partie expertise, c'est une suite de mots-clés que vous pouvez mettre qui correspondent à vos expertises effectives. Pas du tout la même logique sur LinkedIn et sur Viadeo. Sur LinkedIn, vous pouvez en mettre 10, 15, vous irez voir des profils, si vous ne l'avez pas encore fait, en fait, il y a vraiment des profils sur lesquels on a une longue liste d'expertise, et ça fonctionne très bien, parce qu'en fait, on a une ligne expertise. Et en fait, sur LinkedIn, ce sont vos relations, donc vos contacts de premier niveau, qui peuvent aller sur votre profil pour valider vos expertises. C'est eux qui votent. Par défaut, LinkedIn liste les expertises de la plus notée, de la mieux notée à la moins notée, en fait. Alors, vous pouvez aller farfouiller et puis rechanger l'ordre après, mais globalement, c'est la logique par défaut. Mais on peut facilement en avoir entre 10 et 15. Sur Viadeo, on n'est pas dans la même logique, c'est vous qui vous auto-évaluez. Et vous avez un encart qui est important, donc c'est ce qu'on avait vu à l'écran. Vous voyez que sur Viadeo, on a vraiment un rectangle entier pour l'expertise et puis les étoiles qui apparaissent, les étoiles sur lesquelles on s'est auto-évalué, en fait. Donc, ce que je vous conseille sur LinkedIn, utilisez pleinement les 10-15 expertises que vous pouvez lister. Sur Viadeo, limitez-vous 6-9 grands maximum. D'accord. Et de toute façon, vous n'avez intérêt sur Viadeo qu'à lister celles sur lesquelles vous êtes à 4, vous êtes au maximum, en fait, vos expertises cœur, très concrètement. Sur LinkedIn, quand vous donnez le bon exemple, donc quand vous commencez à valider les expertises d'autres contacts, en général, ils vous le rendent. Sur Viadeo, c'est un petit peu plus long à s'enclencher, en fait. Il y a moins le réflexe sur Viadeo que sur LinkedIn. Donc il faut juste le savoir, en fait, en termes d'exercice. Alors, les expertises à bannir, les langues, sauf si vous êtes traducteur de multilangues, mais globalement, les langues, l'anglais, pas forcément intéressant, surtout qu'en général, on a un autre endroit dans lequel on peut le noter. La bureautique, donc là, pareil, sauf si c'est votre cœur de métier, mais globalement, c'est plus forcément ce que l'on va rechercher, en fait. Donc, on va vraiment travailler les expertises métiers. Si vous avez des expertises qui apparaissent par défaut, parce que globalement, notamment LinkedIn, si vous n'en trouvez pas, il en trouve pour vous, et en général, ça tombe complètement à côté de la plaque. Donc, n'hésitez pas à les supprimer. Vous faites le ménage, en fait. Vous gardez vraiment celles qui sont représentatives pour vous, parce que parfois, vous avez certains contacts qui, pour vous rendre service, vont aller valider les expertises qui ne sont pas du tout pertinentes pour vous. Donc, vraiment, nettoyer cette liste, en fait. 2 trucs malins. Un sur LinkedIn, et puis ensuite, je vous en montrerai un sur Viadeo, donc toujours sur le profil. Sur LinkedIn, vous pouvez intégrer sur un profil, sur des encarts, en fait, vous pouvez intégrer des liens vers. Des liens vers, notamment, un lien vers une présentation sur SlideShare, une présentation PowerPoint que vous hébergez sur SlideShare, par exemple, un lien vers votre compte Twitter, un lien vers votre site Internet, etc. Donc, profitez vraiment de cette opportunité parce que ça fait des points d'ancrage visuel dans votre profil, donc ça le rend plus intéressant. Vous pouvez les mettre, donc rajouter ces visuels partout
dans chacun des encarts. Donc vous pouvez en rajouter un dans la partie résumé. Vous pouvez en rajouter un pour chacune des expériences. Dans chacune des expériences, vous n'êtes pas limité, à ma connaissance, pas limité sur le nombre de visuels que vous pouvez rajouter. Donc de liens verts, en fait. Il faut juste que ça raconte une histoire et que ce soit utile. Sur Viadeo, vous avez la possibilité en fait, de rajouter un onglet. Donc, vous avez un onglet que vous pouvez personnaliser et dans lequel vous pouvez introduire en fait, la page d'accueil de votre site internet. Donc, ça peut être utile, par exemple, de lister. Donc, vous le voyez à droite, en fait, sur la ligne, sur la barre de navigation à droite, vous avez un onglet qui est personnalisable et vous rajoutez juste votre site, par exemple. On a fini avec le profil. On va voir maintenant, donc premier étage. Deuxième étage de la fusée, on passe à se connecter avec son réseau. Le point essentiel, parce que parfois en formation, j'ai des participants qui me disent « Oui, mais enfin moi j'ai déjà un excellent réseau dans la vraie vie, donc il va falloir me convaincre. Il va falloir me convaincre que c'est vraiment utile. » Et en fait, le point clé, c'est que justement, c'est une force. Quand on a un excellent réseau dans la vraie vie, en fait, quand on utilise ça et quand on retrouve notre réseau professionnel dans la vraie vie, quand on le retrouve sur Viadeo LinkedIn, ça devient une vraie pépite. En fait. On est assis sur une mine d'or. Si on ne le fait pas, on est assis sur une mine d'or qu'on n'exploite pas. En fait. Donc, ce n'est pas des réseaux extérieurs dans lesquels on va rencontrer que des gens qu'on ne connaît pas. Au contraire, on a intérêt à les rentrer dans nos process et à être en contact avec les gens qu'on connaît dans la vraie vie. Ils vont nous aider à trouver, à rentrer en relation avec d'autres, mais par ce biais-là. On est vraiment de la logique de fidélisation, en fait. Et là où ils sont bons, on va juste projeter le slide de la structure de votre réseau. En règle générale, quand vous pensez à votre réseau relationnel, en fait, professionnel, vous avez un premier cercle qui est proche de vous. D'accord ? Le cercle 1, c'est globalement les gens, vous les appelez, je les appelle, je dis « Bonjour, c'est Valérie », la voix et le prénom, ils savent exactement à qui ils parlent, en fait. Ce n'est pas 300 personnes, c'est un nombre réduit de personnes. Deuxième cercle sont les gens qui sont un peu plus éloignés de nous. Donc on a de bonnes relations, on se connaît bien, mais on n'a pas une proximité relationnelle nécessairement avérée. Donc ça, mais ces gens-là, on arrive à peu près à travailler le réseau dans la vraie vie. Là où on est vraiment mauvais en règle générale, c'est sur les perdus de vue. Surtout que parfois, on a vraiment des carrières où ça fait un moment qu'on a rencontré en fait il y a un jeune participant. Alors, une autre règle, c'est son réseau, ça se travaille très tôt dans la vie. Donc, on a nos perdus de vue et on va voir en fait que ces réseaux sont d'excellents moyens en fait de reconnecter avec nos perdus de vue et de travailler la relation avec nos perdus de vue. Et on a également de nouveaux contacts. Alors, typiquement, les nouveaux contacts, vous allez pendant la conférence, vous allez peut-être échanger avec votre voisin que vous ne connaissez pas encore. Vous papotez un peu, vous échangez vos cartes de visite. Concrètement, à moins que vous ayez une opportunité de business tout de suite. Mais autrement, la carte de visite, vous allez la mettre dans le tiroir dans lequel on a tous une boîte, dans laquelle on a plein de cartes de visite, c'est la boîte doudou. Donc ça nous rassure en fait d'avoir cette boîte avec plein de cartes de visite, mais on n'en fait pas grand-chose en fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est la carte doudou, on va tout de suite la traduire dans Viadeo LinkedIn, et puis on va rentrer en contact avec ces gens-là, parce que petit à petit, on verra dans la troisième phase, troisième étage de la fusée, ces gens-là, on va pouvoir enrichir en fait, la relation au fur et à mesure en utilisant Viadeo LinkedIn. Le moyen le plus, un des quick wins en fait sur Viadeo LinkedIn, quelque chose qu'il faut vraiment faire, c'est notamment sur les perdus de vue. Reprendre contact avec quelqu'un qui a un perdu de vue sur Viadeo LinkedIn, c'est un excellent moyen de reprendre contact sans y passer trop de temps. Parce qu'en fait, globalement, dans la vraie vie, quand on veut reprendre contact avec quelqu'un avec qui on n'a pas échangé, mais même parfois c'est depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, alors quand c'est 10 ans, c'est encore pire. Globalement, on les appelle. Ah mais ça me fait plaisir, je voulais t'appeler. Alors en général, en plus, on appelle parce qu'on est un petit peu embarrassé, mais on se dit, celui-là, il peut peut-être m'aider en fait. Donc globalement, déjà, c'est un peu trop tard dans la démarche. Mais globalement, on appelle, on commence à papoter un petit peu, et puis immanquablement, on dit, ce serait sympa. Donc si on n'a rien demandé, ce serait sympa qu'on se prenne, on se sent obligé de proposer quelque chose. Ce serait sympa qu'on se prenne un café, ce serait sympa qu'on déjeune ensemble. Alors en plus, selon mon tempérament, on serait sympa, on prend date.
C'est pas juste, ce serait sympa qu'un jour on le fasse, c'est on prend date. Et donc du coup, comme vous savez que vous allez avoir une tendance à faire ça, bah, vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas de temps. Sur Viadeo LinkedIn, vous faites une demande de contact, vous renseignez un message sympa en disant tout simplement j'ai vu que tu étais présent sur Viadeo LinkedIn, je te propose qu'on reste en contact, ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles, moi de mon côté, et puis en une phrase on a donné son actualité et on envoie en fait ce premier point de recontact en fait. Donc la bonne démarche, enfin un truc malin, c'est d'utiliser cette demande de contact avec des perdus de vue pour réenclencher la relation. Donc, notre fusée, on a un bon profil, on a un profil attractif, on est rentré en contact avec les bonnes personnes, et on va voir comment, donc notre carnet d'adresses et notre profil, qu'est-ce qu'on en fait pour entretenir notre réseau. Et dans la partie entretenir son réseau, on va vraiment se baser sur l'autre, s'intéresser à l'autre. Alors là, je vous ai remis une phrase de Dale Carnegie, le pape début du XXe, Dale Carnegie quand même, mais il a dit des choses très intéressantes. Tu peux te faire plus d'amis en 2 mois si tu t'intéresses aux autres qu'en 2 ans si tu attends que les autres s'intéressent à toi. Ça, on le sait tous. Après, on va voir comment ça se traduit sur Viadeo LinkedIn. Donc, j'attends que les autres s'intéressent à moi, c'est quand on se dit, bon, bah, j'ai mon profil, je suis connecté maintenant, donc et il ne se passe pas grand-chose. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer le bon exemple et vous allez, au contraire, vous tourner vers les autres. Et ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va donner des signes d'attention. Donc c'est la phrase de Dale Carnegie, en fait, on va s'intéresser aux autres. Le terrain de jeu pour faire ça, ça va être notre page d'accueil. Donc ce qu'on veut faire, c'est toutes les actions qui vont générer, alors sur LinkedIn, c'est un petit drapeau. Donc vous voyez en haut à droite, dans le cercle, vous avez votre boîte aux lettres, en fait, votre boîte mail LinkedIn. Là, on est sur LinkedIn, c'est la même chose sur Viadeo, hein. Vous avez le drapeau qui sont les notifications. Donc quand quelqu'un a fait quelque chose par rapport à votre profil ou quelque chose que vous avez partagé, bah, globalement, ça génère un drapeau. Et puis à côté, vous avez une demande de contact. Donc là, l'objectif de la démarche, ça va être de générer des drapeaux. Sur Viadeo, c'est une cloche, une alarme en fait. Vous allez générer des drapeaux ou des alarmes chez vos contacts. C'est ça votre mandat en fait. La manière de le faire, c'est de travailler la page d'accueil, donc ce qu'on appelle le fil d'actualité en fait sur les réseaux sociaux, donc la page d'accueil de votre profil Viadeo ou LinkedIn. Dans cette page d'accueil, vous allez retrouver les nouvelles qui sont partagées par vos contacts, donc les articles qu'ils ont partagés. Parfois, on retrouve les changements de poste. Vous avez, sur certains réseaux, vous avez les anniversaires de travail. Donc, vous avez un certain nombre d'informations sur lesquelles vous pouvez rebondir. Comme on n'est pas sur Facebook, sur Viadeo et LinkedIn, en plus, les gens sont assez pudiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un partage un article, vous n'avez pas 40 000 réactions en fait, à cet article. Les gens réagissent assez peu. Donc si vous réagissez, vous vous démarquerez davantage en fait. C'est ça qu'on se dit aussi. C'est aussi un moyen en fait, de se démarquer. Donc ça va être utile par exemple auprès des perdus de vue et avec lesquels on s'est reconnecté, un prospect que vous avez rencontré. Il n'a pas besoin tout de suite. Vous êtes en contact direct avec lui sur Viadeo LinkedIn. Ben, c'est un moyen de se rappeler à ses bons souvenirs, de rappeler qu'on existe en fait, plutôt que de le harceler en disant quand est-ce que je vous fais une proposition. On va en fait rebondir sur ses actualités. Alors de manière subtile quand même, hein, ne le faites pas 15 fois par jour, il va se douter de quelque chose, mais on peut réagir. Donc là, on se tourne vraiment vers l'autre. L'autre, donc, la manière de le faire, c'est simple. Votre contact publie, partage un article ou aime un article ou commente un article, ben vous pouvez rebondir dessus. Vous pouvez aimer l'article ou le commenter ou le partager. Évitez de faire les 3 actions parce que ça publie à chaque fois une actualité de votre part. Donc là, on va voir, Valérie aime beaucoup cet article parce qu'elle l'a aimé, elle l'a commenté, elle l'a partagé. Donc on va éviter de faire ça, on va choisir une seule action. Donc ça, c'est un moyen de le faire. On va voir qu'on a un autre moyen de le faire, de se rappeler au bon souvenir en fait de nos contacts, c'est de valider leurs compétences. Et en plus, il y a un effet merveilleux, c'est quand vous validez les compétences de vos contacts, en général, comme vous êtes compétent, ils viennent valider certaines de vos compétences également.
Alors, par rapport aux compétences, parce que parfois vous dites, bon, c'est un peu téléphoné tout ça, quoi. On s'aime bien, on se renvoie à l'ascenseur. Après, vous pouvez vous fixer une ligne de conduite, vous pouvez vous dire, vous validez les compétences que vous avez réellement observées chez vos contacts. D'accord, vous n'êtes pas obligé de faire toute la série. Et de toute façon, même pour les gens qui sont extrêmement compétents dans 10 domaines différents, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en valider 2-3. Parce que comme ça, vous gardez des opportunités pour, dans 2 mois, de revalider d'autres compétences. Ça, on le fait 5 à 10 minutes par jour. Mais on le fait tous les jours. Déjà parce que ça devient une habitude. Si vous vous dites, je vais faire 1h30 sur Viadeo LinkedIn une fois par semaine, déjà comme vous êtes occupé, l'heure et demie, vous allez, non mais ce sera la semaine prochaine. Donc surtout le lundi. Le lundi n'est jamais un bon jour pour commencer. Donc il vaut mieux que vous le fassiez tous les jours. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en mobilité. Donc autant les applications mobiles pour Viadeo LinkedIn, quand on n'est pas trop habitué à l'ergonomie, on ne peut pas faire les mêmes choses, c'est un peu perturbant. Mais autant, globalement, quand vous êtes en mobilité, si vous avez l'application mobile, juste repartager un article, vous pouvez vraiment très facilement le faire de l'application mobile. Je suis en attente chez un client, je regarde ma page d'accueil de profil et je regarde s'il y a des informations intéressantes sur lesquelles je peux rebondir. Projeter son expertise va être important et on a les moyens de le faire en fait dans Viadeo LinkedIn d'une manière extrêmement simple. On va partager du contenu. Partager du contenu, c'est partager un article intéressant qu'on a vu sur Internet en fait. Et là, votre objectif, c'est l'effet Pavlov. On veut que les gens comprennent que vous, c'est cette expertise. Donc une fois que vous avez partagé 10 articles sur le social selling, ils se doutent bien que c'est un sujet qui vous intéresse. Et c'est vraiment ce que vous voulez projeter, en fait, c'est ce que vous voulez faire. Donc on veut établir des réflexes chez nos interlocuteurs, au sein de notre réseau. Donc on va partager régulièrement des articles sur un sujet vraiment bien défini. Là, il vaut mieux être à la limite saisonnier. Le parfum du jour, en ce moment, tout le monde est sur le social selling. Mettez beaucoup de choses là-dessus. L'équivalent dans votre expertise, bien évidemment. Et puis, dans 6 mois, si ça change un petit peu dans un secteur proche, vous pouvez changer en fait de typologie. Mais l'intérêt, c'est vraiment de rappeler. Donc, ne commencez pas à partager un article une fois qui est sur tel sujet, puis un article le lendemain qui est sur un sujet complètement différent, parce que là, ils vont être perdus en fait. Tout se joue sur la barre que vous voyez apparaître quand vous arrivez sur Viadeo LinkedIn. Vous avez un petit encadré, en fait, un encart dans lequel vous pouvez juste aller copier un lien. Donc, vous copiez le lien de l'article, vous allez le coller dans cet encart-là, et les Viadeo LinkedIn font le travail qui suit. Si vous arrivez à le faire une fois par semaine, c'est bien. Donc, à la limite, c'est un objectif que vous pouvez vous fixer. On a bien travaillé notre réseau. Les gens que l'on connaît déjà, ils savent maintenant quelle est notre expertise, quelle est notre offre. On est connecté avec suffisamment de personnes, les gens que l'on connaît dans la vraie vie. On arrive facilement, quand on fait cet exercice-là, on arrive facilement à 200, 300, 400 contacts. Et là, ensuite, on va alors passer en prospection. Et en fait, en prospection, on va voir ce que ces réseaux font mieux que la vraie vie. Identifier un prospect sur Viadeo LinkedIn, c'est facile. Donc, par identifier un prospect, c'est trouver le nom et le prénom du décideur. Alors, pourquoi c'est facile? Parce que sur Viadeo et sur LinkedIn, sur chacun de ces réseaux, vous avez 10 millions de membres. D'accord? Donc, 10 millions de personnes qui se sont inscrites et qui, à un moment, ont commencé à faire leur profil. Même quand ils ne sont pas encore pas nécessairement très actifs, mais dans tous les cas, ils sont présents. Pour mettre les choses en perspective, en fait, en France, vous avez 2,9 millions de cadres du privé. Donc 10 millions, vous vous dites qu'on a bien pénétré la population cible en fait, de nos clients potentiels. Donc on va pouvoir identifier notre prospect, donc prénom, nom, et ça on va le faire on va remontrer le moteur de recherche, donc le slide. On va remontrer, donc on fait simplement une recherche. Ce que je vous conseille de faire quand vous faites votre recherche, c'est vous allez cliquer sur Avancer. Vous aurez plus de possibilités en fait, de tri ou de recherche. On peut le découvrir. C'est ce qu'on se disait en début de conférence. En fait, on va pouvoir avoir des informations sur notre prospect. Quel est son parcours,
quels sont ses centres d'intérêt? Alors les centres d'intérêt, on les voit de deux manières. De quoi il parle, sur quel sujet il partage, quels sont les types d'articles qu'il va partager, ou à quel groupe il appartient. Parce que l'appartenance à des groupes, pareil, va nous donner des indications sur son intérêt. Parfois, dans leur profil, ils expliquent, ils donnent des choses supplémentaires. Mais on va pouvoir préparer son approche, en fait, d'une certaine manière. Ce qu'on va pouvoir voir également, et ça c'est extrêmement précieux, c'est est-ce qu'on a dans notre réseau des gens qui le connaissent? Donc est-ce que nous avons des contacts communs? Et ça, typiquement, dans la vraie vie, c'est quasi impossible à faire, sauf pour les évidences. Telle personne est allée à travailler dans telle entreprise, je peux me dire qu'elle peut savoir, elle peut me donner un nom, ou elle peut me présenter en fait à quelqu'un dans l'entreprise, mais autrement, on ne le sait pas forcément en fait. Donc, sur Viadeo, sur LinkedIn, on ne le voit pas au même endroit. Sur Viadeo, quand vous faites votre recherche, vous verrez, dans le résultat de recherche, vous verrez les contacts communs, comme ce que vous voyez dans la partie gauche de l'écran. Et sur LinkedIn, quand vous arrivez sur le profil, vous voyez les contacts communs. D'accord ? Donc c'est ce que je vous montre sur l'écran, sur le deuxième écran. La bonne démarche, une fois qu'on est arrivé là, donc là c'est toute la limite de l'exercice, mais globalement, si je veux contacter le contact commun que j'ai avec Sabrina, par exemple, à droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon téléphone, je vais appeler Sabrina et je vais lui dire, écoute, je veux rentrer en contact avec, je trouve que c'était Laetitia, le profil. Je veux rentrer en contact avec Laetitia, est-ce que tu la connais bien? Je veux rentrer en contact pour telle raison, est-ce que tu peux me mettre en relation? Si Sabrina me dit, écoute, je l'ai rencontrée une fois en conférence, je ne la connais pas très bien, c'est peut-être pas l'avenue que je vais suivre en fait. Donc c'est pour ça que là en revanche, les demandes de mise en relation dans les réseaux, Viadeo l'a supprimé parce que globalement les gens ne savaient pas comment l'utiliser, et LinkedIn, en fait quand on l'utilise, on est comme une poule devant un couteau, on ne sait pas quoi faire de la demande de mise en relation. Donc il vaut mieux vraiment aller vers la vraie vie en fait. Donc on a vu, donc si on n'a pas quelqu'un qui peut nous mettre en relation, globalement ce que vous allez faire, c'est que vous allez contacter. Alors pour contacter, vous avez plusieurs manières de le faire. Sur Viadeo, c'est simple, une fois que vous êtes premium, vous pouvez écrire à tout le monde dans le réseau. Donc là au moins vous avez un point d'entrée en fait, qui est clairement établi. C'est pour ça que dans certains cas, vous allez vous dire, finalement, j'ai peut-être intérêt à être actif sur les deux réseaux en fait, ou à utiliser les deux réseaux en complémentarité. Sur LinkedIn, il y a une astuce que vous ne connaissez pas forcément, c'est qu'en fait, donc sur LinkedIn, on ne peut envoyer de mails gratuitement qu'aux gens avec lesquels on est en contact. Donc nos relations, donc les niveaux, ce qu'on appelle les niveaux 1 en fait, les relations. Si c'est quelqu'un de niveau 2, donc une relation d'une relation, on ne peut pas lui envoyer de mail. Donc on lui fait une demande de connexion, mais faire une demande de connexion à un prospect important, stratégique pour nous, c'est extrêmement intrusif. Donc là, c'est vraiment la dernière cartouche. On va le faire si on a tout essayé et que rien n'a fonctionné en fait. En revanche, donc on peut envoyer un in-mail. L'in-mail, c'est une fonctionnalité de LinkedIn qui est une fonctionnalité payante. Donc vous payez, je crois, entre 6 et 7 euros par in-mail envoyé. Donc c'est pas neutre, c'est quand même un petit budget en fait. Si la personne ne répond pas, globalement, vous n'allez pas payer l'email. Donc il y a une garantie en fait de LinkedIn. Dans tous les cas, le truc qui est pratique et qu'il faut connaître, c'est que quand vous êtes membre du même groupe que quelqu'un d'autre, vous pouvez lui écrire. D'accord ? Donc devenir membre de groupes où vous avez des pépites en fait, de prospects ou de pairs ou de partenaires potentiels ou d'autres consultants qui ont des offres complémentaires peut être une bonne approche parce que concrètement vous pouvez écrire à n'importe quel membre pour entrer en contact avec lui ou elle. On va voir comment on entre en contact. Parce qu'on va éviter le syndrome de je fais ça et je veux vous rencontrer. Parce que je fais ça et je veux vous rencontrer, en fait, les gens sont lassés, ils prennent ça comme du spam et ils ne répondent plus. Alors une bonne demande, une bonne entrée en contact, ça se structure de la manière suivante, c'est vous, je, nous. D'accord ? Ce qui n'est pas sans nous rappeler les lettres de candidature, absolument. La lettre de candidature, on nous a toujours expliqué, c'est vous, je, nous. En fait, on commence par parler de l'entreprise ou du contact et ensuite on parle de ce qu'on sait faire. Alors, je vais vous montrer un mail que j'ai reçu et qui était complètement dans cette logique, qui est tellement bien que je l'ai gardé. En fait, c'est quelqu'un qui m'écrit, donc ligne de sujet, formation réseaux sociaux. Je me dis, qu'est-ce que je me dis ?
Je me dis, bon, peut-être intéressé par mes services. Bonjour, j'ai vu que vous aviez effectué une formation à Paris sur les réseaux sociaux à laquelle je n'ai pu assister. Elle s'intéresse à moi, je suis contente. Pensez-vous en organiser une dans la région de Nice? Si oui, travaillant à la Villa 45, nous avons une salle de réunion pour 10 personnes qui serait parfaite. Si vous êtes intéressé, nous pouvons en discuter. C'est vous, genou. D'accord. C'est bien joué. Exactement. Ce que j'entends au premier rang, c'est bien joué. Vous, genou. Elle m'a bien. Globalement, j'ai vu la tactique, mais c'est tellement bien fait que je lui en ai pas voulu, d'une part, et que j'ai conservé le mail. Et si je vais à Nice, il y a des chances pour que je la rencontre. Mais on voit bien l'illustration, on voit bien la manière dont c'est structuré, en fait, le vous, genou. Et elle ne fait pas de vente dure derrière. C'est pas je voudrais vous présenter la salle par téléphone, on peut faire une visio. En fait, globalement, c'est où j'ai le besoin et je vais la contacter, ou j'ai pas le besoin et c'est pas la peine d'aller plus loin, en fait. Mais on a bien l'illustration du vous genou ici, en fait. On est toujours dans la partie conquête. Alors là, il y a un point, il y a une offre Viadeo qui peut être vraiment intéressante pour vous, qu'ils ont sorti en septembre. Donc, qui est l'offre Viadeo Freelance, qui devient en fait une place de marché d'intermédiation entre les freelances et les entreprises qui ont besoin de freelance. Alors, ce que je vous invite à faire sur le stand de Viadeo, en fait, si vous allez les voir, ils vous offrent un mois gratuit à l'offre de, puisque c'est une offre premium, hein, bien évidemment. Donc, si vous voulez la tester, allez les voir. Ils ont un mois gratuit en fait pour tester leur offre. Stand A5. Je ne suis pas payé par Viadeo, mais c'est juste, c'est le meilleur moyen en fait de tester et de voir si ça vous convient en fait. On en a fini avec Viadeo et LinkedIn. Alors on pourrait y passer la journée, mais maintenant vous avez un peu les armes pour travailler en fait votre présence sur Viadeo et LinkedIn. Je veux juste vous parler très rapidement de Twitter. Alors qui parmi vous tweet? Donc c'est pour ça qu'on a eu quelques live tweets en fait pendant la conférence. Twitter, même si on n'a pas envie de tweeter, donc là on a des exemples. Si on n'a pas envie de tweeter, on peut utiliser Twitter pour faire sa veille. Et c'est ça qui va être intéressant. Et si on... Voilà. Pourquoi? Et c'est vraiment le truc. Vous deviez être 10% en fait, dans la salle à tweeter. Tout le monde n'y est pas, mais tout y est en fait, Twitter. C'est ça qui est intéressant avec Twitter. Et tout y est pour la raison simple que 70% des journalistes français sont présents et actifs sur Twitter. Tous les blogueurs sont présents et actifs sur Twitter et beaucoup d'experts sont présents et actifs sur Twitter. En d'autres termes, sur notre domaine d'expertise, s'il y a un article qui sort sur notre domaine d'expertise, vous allez le retrouver sur Twitter. Il va être poussé sur Twitter, en fait. Donc, vous pouvez vous dire, moi, j'ai pas envie de tweeter parce que j'ai pas le temps, parce que, mais en revanche, je peux l'utiliser pour faire ma veille, tout simplement. Et ce sera plus efficace que faire une Google Alert qui vous remonte l'article, pas toujours en temps réel, etc. Là, on est vraiment sur de l'immédiateté. Sur Twitter, tout se passe tout de suite, en fait. Donc, vous pouvez juste vous contenter de vous observer, d'observer. Pour faire une recherche sur Twitter, vous n'avez même pas besoin d'être inscrit. Donc vraiment, si vous êtes allergique, vous pouvez juste mettre le pied dans le grand bain là, et vous dire je ne suis pas sûr. Et la manière dont on le fait, pour faire une recherche sur Twitter, c'est très simple, je vous montre les étapes. Vous allez dans Google, vous tapez Twitter Search, vous allez tomber sur ce lien qui va vous mener sur ce qu'on voit en bas, hein, l'écran du bas. Et là, vous voyez en fait un moteur de recherche. Et il vous suffit de taper la recherche. Par exemple, je veux voir tous les tweets contenant le hashtag SalonSme. Je rentre mon hashtag et je vais voir apparaître en fait tous les tweets qui contiennent ce mot-clé en fait. Donc surtout la norme, je suis en process qualité, la norme ISO truc-muche dont tout le monde parle, bah, je peux me tenir au courant, je peux faire ma règle, ma veille réglementaire en fait sur mon fil Twitter. Sur Twitter, je peux le faire en fait, même sans être inscrit. Alors juste pour la lecture, hein, le premier point, donc le premier résultat c'est top, donc ce sont les tweets qui sont sélectionnés par Twitter. Ensuite vous avez direct, et direct c'est tout le monde. Donc direct, si vous voulez avoir une exhaustivité des tweets, vous cliquez, vous voyez dans la barre du haut, vous cliquez sur direct, et là vous avez tout. On va très rapidement juste décrypter Twitter, hein, parce que c'est un peu hostile la première fois qu'on y va quand même.
ça donne ça, et encore celui-là, il est clair. Networker plus facilement au dièse, au dièse salon SME avec Let's Meet at Viadeo, télécharger l'application, et alors on a un truc bit.ly / machin. Donc on va voir les 3 points en fait, tout simplement. Donc le premier point, c'est le fameux hashtag, le mot dièse. Le hashtag, c'est un raccourci vers un résultat de recherche. En d'autres termes, quand je clique sur hashtag salon SME, la page qui se charge, c'est la page de recherche qu'on a vue tout à l'heure en fait. Vous voyez bien qu'on retrouve en haut à droite la recherche qui a été faite, hashtag salon SME, et tous les tweets qui contiennent ce mot-clé. Donc le hashtag, quand on est en veille, c'est juste un point d'ancrage. Donc ce qui est important quand vous êtes en veille, c'est vous repérez un petit peu les hashtags qui sont pertinents pour vous, et vous suivez, vous faites des recherches que là-dessus en fait. Salon SME, si vous n'étiez pas venu, il y a des gens qui tweetent là-dessus, vous pouvez très bien être en veille sur un hashtag d'un événement en fait, pour voir également ce qui s'y dit. Donc ça peut être un autre usage. Mais heureusement, vous êtes venu. Deuxième point, c'est le @. Le @, c'est comme ça qu'on mentionne quelqu'un en fait dans Twitter. Donc maintenant, on l'utilise dans d'autres réseaux. Le hashtag et le @, ils sont utilisés dans d'autres réseaux maintenant, mais c'est vraiment né en fait sur Twitter. Donc là, typiquement, quand je clique sur @Viadeo, j'arrive sur le compte Twitter de Viadeo, en fait, tout simplement. Et le lien que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un lien raccourci. Donc le lien raccourci, c'est juste qu'il y a un outil qui s'appelle Bitly, bit.ly, dans lequel vous pouvez aller mettre une URL et avoir une URL beaucoup plus courte. Parce que quand le Twitter s'est lancé, enfin ça reste 140 caractères, et quand vous aviez des URL trop longues, ça vous mangeait tous les caractères en fait. Donc vous avez beaucoup de gens qui continuent à utiliser les liens raccourcis. Si vous voulez être en veille, vous avez un outil qui est vraiment utile qui s'appelle Hootsuite. Donc pour ceux d'entre vous qui êtes motivés, regardez Hootsuite. Et donc c'est un tableau de bord de veille. Donc par exemple, moi j'ai fait mon tableau de bord de veille sur Hootsuite. Première colonne, j'ai ce que j'appelle la shortlist. Donc j'ai mis les tweetos que je suis automatiquement. Je sais que s'il y a quelque chose qui est sorti sur les médias sociaux, ils vont en parler. Donc du coup, ma première colonne, c'est les tweets qui sont émis par ces tweetos. C'est ce qu'on appelle une liste. Ensuite, je suis dans le métro, je lis mon fil Twitter, je vais mettre des tweets en favoris. D'accord ? Parce que, en fait, charger une page dans le métro, c'est juste impossible. Enfin, c'est trop long. Et donc, du coup, après, je regarde ma colonne de tweets favoris et je peux aller directement, en fait, relire les tweets et surtout voir les pages, les liens vers les articles, en fait. Donc, vous avez une deuxième colonne. Et ensuite, vous avez les mots-clés, des recherches automatiques. Social selling, employee advocacy, par exemple, pour moi, en fait. Donc, vous avez littéralement une colonne par type de tweet. Et vous pouvez en avoir jusque 10. Donc, vous pouvez mettre en place un bon gros tableau de bord de veille, quand même. Ça, c'est utile. Et juste pour finir, usage malin de SlideShare, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je fais ma présentation d'offres sur SlideShare. SlideShare, le YouTube du PowerPoint. Je mets sur SlideShare mes présentations PowerPoint. De la même manière que je mets sur YouTube des vidéos, je crée ma chaîne, je retrouve mes présentations. Je peux dire cette présentation, elle peut être téléchargée ou pas par d'autres. Donc vous maîtrisez, mais c'est public. Donc le truc pratique, c'est j'ai mon profil LinkedIn par exemple, et j'ai ma présentation PowerPoint de mon offre, et j'ai pas besoin de site internet. Au démarrage, ça peut être utile, parce que votre offre va évoluer, vous ne voulez pas avoir à maintenir un site internet tout le temps. En conclusion, dernier slide. Pour vos actions, privilégiées Viadeo et LinkedIn, c'est pour ça qu'on y a passé beaucoup de temps. La démarche réseau en virtuel, c'est vraiment 4 étapes. Pensez au pouvoir des recommandations, donc ça doit vraiment être votre moteur de conquête. C'est pas parce qu'on est dans le virtuel qu'on ne s'appuie pas sur la vraie vie, bien au contraire, on va travailler les synergies entre les deux. Twitter, bon outil de veille, et SlideShare, l'outil malin. En conclusion, petit à petit, un petit peu devient beaucoup, ce qui fait reboucle, mais on ne s'était pas consulté, le colibri et la forêt. Petit à petit, voilà. Merci beaucoup. Merci. On
on a quelques minutes pour des questions. J'ai un peu débordé. Et puis, de toute façon, à 13 h, je suis sur le stand de Duno. Si vous avez des questions complémentaires, bien évidemment, on pourra échanger. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros. Allez-y, je répéterai. OK. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai une recommandation sur l'importation des agendas, du carnet d'adresses, de notre carnet d'adresses Gmail ou Outlook, par exemple, dans Viadeo LinkedIn? Personnellement, je ne le recommande pas. Pourquoi Alors, on n'est pas tous d'accord sur ce sujet. Moi, je ne le recommande pas parce qu'en fait, vous importez votre carnet d'adresses et après, vous dérapez avec le clic de la souris et vous invitez tous vos contacts à être en contact direct avec vous. Comme des gens ont fait l'erreur et qu'ils étaient très intelligents, je me dis que ça peut arriver à tout le monde. Donc, moi, je ne le recommande pas, tout simplement. Si vous voulez être sûr de ne pas le faire par erreur, n'utilisez pas le même mot de passe pour Viadeo LinkedIn et votre messagerie. Parce que si vous n'avez pas le même mot de passe, vous ne rentrerez pas votre mot de passe par erreur pour télécharger tout votre carnet d'adresses. Voilà, c'est ça le truc. Oui. Petite question pratique, peut-on récupérer la présentation, les slides quelque part? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas décidé, je suis sur la... Je ne sais pas encore. je ne sais pas. C'est probable, mais je ne peux pas vous promettre. Donc, mais en revanche, je crois qu'elle est rediffusée. Vous pouvez la regarder, en fait, la présentation. Je crois que c'est sur le site, en fait, c'est ça? Voilà, sur le site du salon. Et donc, il y aura peut-être des informations complémentaires, monsieur. Je ne sais pas encore si je vais la mettre ou pas, en fait. Oui, monsieur? Oui, bonjour. Quelle est votre recommandation par rapport aux sollicitations de mise en relation? Est-ce qu'il faut accepter tout le monde ou c'est toujours délicat? Voilà, c'est toujours délicat. Donc, en fait, globalement, il faut que vous ayez la stratégie qui vous corresponde. En règle générale, accepter tout le monde sans filtre, vous le faites peu. Acceptez uniquement les gens que vous connaissez. Aux extrêmes, vous avez les gens qui acceptent tout le monde et vous avez les gens qui n'acceptent que les gens qu'ils connaissent déjà et qui les intéressent. D'accord? Donc ça, ce sont les deux extrêmes en règle générale. En règle générale, vous êtes un peu au milieu. C'est-à-dire que vous acceptez bien évidemment les gens que vous connaissez, parce qu'une fois qu'on a échangé les cartes de visite, ça devient délicat de dire non à quelqu'un, en fait, d'une certaine manière. Sachez que quand vous refusez quelqu'un, cette personne ne reçoit pas un mail en disant Valérie ne veut pas rentrer en relation avec vous. Enfin, vous ne recevez pas de mail. Mais néanmoins, bon, il voit bien que vous n'avez pas accepté la demande de mise en relation. Donc, quand vous connaissez les gens, sauf s'il y a antipathie ou concurrence, parce que potentiellement, on n'a pas forcément envie que nos concurrents aient un accès plus facile, concurrents directs agressifs et un accès facilité en fait à notre carnet d'adresses. Donc ça, c'est la première ligne. Et la deuxième ligne, pour les gens que vous ne connaissez pas, souvent ce que vous faites, et ce qui est logique, c'est vous regardez quand même un peu le profil. Et en général, vous avez comme critère, est-ce qu'on a beaucoup de contacts communs? Parce que quand on a beaucoup de contacts communs, c'est qu'on évolue dans le même écosystème. Donc ça peut être intéressant d'être en contact avec cette personne-là. Ou bien simplement, est-ce qu'elle est... je suis formatrice, si j'ai un institut de formation qui me demande en contact direct, il y a des chances pour que je dise oui, en fait. Voilà, tout simplement. Oui? Donc ah oui, vidéo aussi. 1 et 2 et 3. Et après, est-ce qu'il est possible de bloquer quelqu'un sur Viadeo ou LinkedIn s'il consulte tout le temps notre profil ou que c'est un concurrent, par exemple? Oui, je crois que oui. Je crois qu'on peut. Alors, le premier point, c'est si au début de votre stratégie de contact, vous avez été très généreux, vous avez accepté tout le monde, bien évidemment, vous pouvez nettoyer votre carnet d'adresses. Donc ça, c'est la première action. Vous pouvez les enlever. Ensuite, en fait, le meilleur moyen de bloquer, c'est d'enlever de son carnet d'adresses, en fait. Plutôt que de bloquer, c'est un acte un peu... mais l'enlever de son carnet d'adresses, donc le supprimer du carnet d'adresses. En fait. Il y avait une question là-bas, en fait. Oui, bonjour Valérie. Ah oui. Ah oui, pardon. Vous n'avez pas parlé de Snapchat et Instagram. C'est pourquoi, en vos avis, sont pas utilisés pour le business? Alors, clairement, Snapchat pour le business en France. Hein. Là, ce qu'on s'est dit, c'est pour le marché français. Snapchat pour le business en France, non. En plus, qui parmi vous est présent sur Snapchat? Ok, vous êtes 2. Qui parmi vous a des enfants qui sont présents sur Snapchat? Voilà. Donc en fait, Snapchat, c'est avant tout un outil qui est utilisé par nos ados
parce que c'est privé et que leurs parents, ils ne sont pas, en fait, et que c'est caché. Je caricature à peine, hein. Donc, en fait, ce n'est pas utilisé pour le business. Instagram, quand on est dans une logique formation, conseil, coach, ce n'est pas forcément utilisé. Dès qu'on est sur des métiers visuels, bien évidemment. En d'autres termes, si vous êtes photographe ou si vous êtes dans une activité très visuelle, ça peut être complètement intéressant d'être sur Instagram. D'accord ? Et là, on est plutôt sur l'influenceur. Instagram, c'est un peu le Twitter de la photo, en fait. Quand on regarde la typologie des gens qui y sont, on va être plutôt sur des influenceurs. Okay, donc des gens qui sont... On n'a pas la même masse, en fait, de contacts que sur Facebook, par exemple. Oui ? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du couple page professionnelle sur LinkedIn avec profil sur LinkedIn Oui. par rapport au fait de faire un site internet? Voilà, ça c'est une vraie question qui nous est posée souvent, nous consultants. Oui. Moi souvent on me dit il faut que tu crées absolument ton site. Moi j'ai pas du tout envie en fait. Et voilà, je ne sais pas quelle est votre recommandation là-dessus. Bah, moi je trouve qu'on peut bien s'en sortir en ayant un profil bien travaillé en fait sur Viadeo ou LinkedIn et une présentation de son offre sur SlideShare. On n'a pas besoin de site internet. Au démarrage, ça, on peut se contenter de ça. Le site internet, c'est juste une vitrine. Dans un site internet, on n'entretient pas la relation avec les autres. Donc de toute façon, dans tous les cas, quand on a une bonne présence sur Viadeo LinkedIn, on peut faire l'économie d'un site internet. Quand on a un site internet, on ne peut pas faire l'économie de Viadeo LinkedIn. Déjà, la relation, elle marche dans ces cas-là. Elle marche dans ce sens-là, en fait. Donc, si vous décidez de faire un site internet, ben, c'est un moyen d'avoir à un endroit beaucoup d'informations en fait, sur votre offre. Ce que je conseille en général, quand vous lancez, je ne sais pas si vous êtes en lancement d'activité ou ça fait un moment que vous y êtes, quand on est en lancement, notre offre, elle évolue tellement, on la positionne différemment, on s'adresse que faire le site internet tout de suite, ça me paraît un peu prématuré. Donc, et globalement, vous pouvez vous en sortir avec votre profil et puis une présentation sur SlideShare, en fait. Et il y avait une question ici. Votre recommandation sur le fait d'ouvrir ou pas son réseau à tous ses contacts? En fait, la vraie question sur Viadeo LinkedIn, c'est est-ce que je rends mes contacts visibles de mes contacts? En d'autres termes, donc sur Viadeo, vous ne pouvez pas le régler, mais sur LinkedIn, vous pouvez décider vos contacts ne seront visibles que de vos relations, donc de vos relations, de vos contacts de premier degré, de niveau 1. Et vous pouvez décider dans les paramétrages de rendre ces contacts inaccessibles à vos contacts. C'est-à-dire que une de vos relations ne peut pas aller dans votre liste de contacts et peut faire le marché, en fait. Moi, par rapport à ça, il y a deux options. Ou bien dans votre réseau, vous avez des concurrents directs et directs et agressifs. Auquel cas, vous avez deux options, ou bien vous cachez vos contacts, ou bien vous les retirez de vos contacts. Personnellement, un concurrent agressif, je ne le garde pas dans mon réseau. Si je sais qu'il va systématiquement sucer la roue comme les cyclistes, hein, il va regarder les gens avec lesquels je rentre en contact et il va essayer de les contacter par derrière. Au bout d'un moment, bah, vous le savez, vous pouvez le savoir, parce que globalement, votre contact en question, vous allez voir qu'il est rentré en contact avec l'autre. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes tous les jours sur LinkedIn et Viadeo, vous apprenez plein de choses. Hein. C'est pour ça que les 5 minutes par jour, à scanner, ce n'est pas une perte de temps. Hein. Vous allez avoir plein d'informations, en fait. Okay, ça répond à votre question. Merci beaucoup. Donc, souvenez-vous du proverbe, hein, il faut expérimenter.